Alors, ces 14 milliards d'euros, c'est une note du Haut Conseil du financement de la protection sociale. Ce sont 14 milliards d'euros qui échappent à la sécurité sociale. J'ai bien dit fraude sociale. Attention, on ne parle pas de fraude fiscale, hein. Et la fraude sociale, là, c'est la dissimulation d'activités. Bref, quand on ne déclare pas, quoi. Essentiellement, c'est du travail noir, du travail dissimulé, hein, à plus de 50%, mais c'est aussi, par exemple, la fraude à la carte vitale. On s'était aperçu qu'il y avait en circulation en France plus de cartes vitales qu'à d'assurés sociaux. Donc il y avait un petit souci. D'ailleurs, certains plaident pour que la carte vitale devienne vraiment sécurisée. Biométrique, ça l'est d'ailleurs de plus en plus, mais ça peut aller encore plus loin. Donc il y a une fraude sociale de 14 milliards, ce n'est pas rien. Alors, beaucoup vont dire, oui, mais ce n'est rien par rapport à la fraude fiscale, qui peut être estimée entre 80 et 100 milliards. Tout ça, ce sont des estimations, parce que par définition... Et ce n'est rien par rapport à la gabegie de l'État, oui, bien sûr. Néanmoins, 14 milliards, peut-on les récupérer? Est-ce que vous comprenez néanmoins que beaucoup de travail au noir, parce que les charges sont très importantes, les impôts, et que c'est aussi la France de la débrouille, la France qui travaille. Charles? Il y a certains secteurs dans le bâtiment, dans l'artisanat, où les gens vous expliquent sans phare que, en gros, s'ils font pas ça de manière plus ou moins marginale, les taux sont tellement élevés qu'ils n'arrivent pas à vivre. Ça, vous en avez plein qui vous le racontent avec plus ou moins de bonne foi, hein. Je sais pas dans quelle mesure ils ont raison de dire ça. Après... je pense que ça reste quand même très marginal. En réalité, on voit bien que, je veux dire, payer un entrepreneur pour faire des travaux chez soi en espèces, c'est quand même pas monnaie courante, si vous me permettez ce petit jeu de mots. Non, mais tu peux t'arranger sur certains postes ou autre chose. Ouais. Ça me paraît, si vous voulez, ça me paraît... Pour moi, le problème, c'est normal qu'il y ait des contrôles et que tout ça soit regardé de près, mais ça me paraît quand même un problème secondaire par rapport à l'autre problème qui est, au contraire, la surponction des gens. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait cette fraude si on a l'enfer fiscal. Non, mais c'est carrément ça. C'est qu'à mon sens, le vrai sujet, c'est pas de collecter ces 14 milliards d'euros qui soi-disant manqueraient, parce que si vous les collectez, qu'est-ce que vous en faites? Vous les jetez dans le remboursement de la dette, dans le tonneau des Danaïdes, et il n'en reste rien. Enfin, ça ne sert à rien. À mon sens, le problème, c'est qu'on ait besoin que ce monstre ait sans cesse besoin de collecter davantage et encore davantage et toujours davantage pour continuer à mal fonctionner. Ça, pour moi, c'est un vrai sujet. Comment ça se fait que la France soit devenue cette espèce de système complètement dingue où on a besoin de toujours plus saigner les Français pour financer des politiques qui ne fonctionnent pas? Ça, c'est un vrai sujet. Julien veut réagir au 32-16 parce qu'il a travaillé pendant 20 ans à la Sécu. Bonjour Julien. Ouais, salut les GG, bonjour à tous. Bienvenue, un fidèle des grandes gueules. 14 milliards, c'est un chiffre qui vous paraît raisonnable ou sous-estimé? Largement sous-estimé. Pourquoi? Largement sous-estimé. Pourquoi? Parce que quand l'on voit ce que l'on chiffre de la fraude fiscale et le volume des impôts, sachant que donc les charges sociales, la sécurité sociale, c'est le double des impôts qui sont levés en France, on peut pas diviser le montant de la fraude par 10. Donc si on estime qu'il y a 50 milliards de fraude fiscale en France, si on double le budget des charges sociales, ça devrait être 100 milliards. Et beaucoup de gens le disent. Alors, je sais que maintenant qu'il est passé au RN, il a plus trop bonne presse, mais quand il était pas encarté au RN, le juge Prat, lui, chiffrait cette fraude au même montant, environ 100 milliards. Oui, il était venu en parler ici. Et voilà. Et le pire, c'est que finalement, quel que soit le montant de la fraude, ça n'intéresse personne, ni les caisses d'assurance maladie, ni les caisses de sécurité sociale, la CAF, la CNAM, pour lutter contre la fraude. Ça n'intéresse même pas le politique, puisqu'il y a plus de 10 ans, on avait sorti dans une commission d'enquête qu'il y avait des millions de cartes vitales qui étaient en libre circulation, et finalement, plus de 10 ans après, rien n'a été fait, mais c'est absolument rien. Qu'est-ce qu'on attend pour la carte vitale biométrique? Ah oui. Mais de toute façon, ça ne va pas résoudre le souci, ça ne va pas résoudre le problème. À partir du moment où vous avez une carte vitale, qu'elle soit biométrique ou qu'elle soit classique avec une puce, comme c'est le cas aujourd'hui, vous avez fait les démarches pour l'avoir.
C'est pas la photo qu'il y a sur la carte qui a changé quoi que ce soit. Et la carte vitale biométrique ne va rien changer, en tout cas rien à la fraude. Quand le médecin va frauder, que ce soit une carte biométrique ou une carte classique, ça ne va rien changer. Quand l'entreprise ne va pas déclarer quelqu'un qui travaille au noir, ça ne va rien changer, puisque la fraude sociale, c'est la fraude à la maladie, les arrêts maladie, les boîtes de médicaments que l'on envoie ailleurs ou que l'on revend sur le marché noir. C'est la fraude aux arrêts maladie qui ne sont pas contrôlés, mais c'est aussi la fraude des employeurs qui emploient des gens au noir. C'est très organisé. Il y a par exemple des couples qui organisent de fausses séparations pour pouvoir toucher des aides en plus. Mais bien sûr, de la même façon, le nombre de contrôleurs, la fameuse allocation parents isolés, ou dans les sécurités sociales, est absolument en sous-effectif. Le nombre de ces contrôleurs, il est quasi inexistant. Comparé au volume mais il y a un moment donné, mais enfin, vous travaillez à la Sécu, mais vous ne vous interrogez pas sur les causes du mal. Enfin, moi qui vis dans la France des gilets jaunes, avec des gens qui sont entrepreneurs, auto-entrepreneurs, artisans, et qui aujourd'hui, chaque fois qu'ils se lèvent le matin à 6h pour gagner 100, redonnent 60 ou 70 à l'État, et ben ces gens-là, quand ils arrivent à un certain âge, ils disent moi je vais couler tranquillement la fin de ma carrière, je vais faire le minimum en déclaré et le reste je le fais au black, quoi. Hein. Mais bien sûr que ça se passe comme ça, mais ça se passe comme ça pour beaucoup de choses. C'est bien plus facile de cumuler le RSA et du travail au Nord que d'aller travailler au SMIC. Mais pourquoi on ne lève pas, pardon, c'est surtout plus rentable. Pardon. Mais bien sûr. Pourquoi on ne lève pas le secret bancaire pour regarder précisément ce qu'il y a sur le compte des gens qui demandent des prestations sociales? Moi, ça ne me choquerait pas. Ça, je peux vous garantir qu'en cas d'enquête, les caisses, que ça soit d'assurance maladie, les CAF, elles ont accès à tous les documents qui sont nécessaires. Le problème, c'est le volume de personnes à contrôler et le nombre d'enquêteurs. Les fichiers, on conserve de l'IA pour faire ça. Hein. Et peut-être informatique aussi, effectivement, les technologies. Mais si vous saviez comment ça se passe dans une caisse, vous imaginez quand même qu'on en est toujours à saisir un bout de papier manuellement par du personnel qui va rentrer la consultation de votre médecin tel jour avec tel numéro de sécu. Parce qu'aujourd'hui, même si les projets sont en place depuis 10 ans, ça marche pas encore suffisamment pour automatiser ça. Vous avez raison, il y a un problème de technologie. Moi, j'ai même lu dans le rapport de la Cour des comptes des agents qui savaient que la personne était décédée, mais qui c'était plus compliqué de faire les démarches pour expliquer que la personne était décédée et qui continuaient de lui envoyer ses allocations, quoi. Fatima. Moi, on dirait que le Haut Conseil du financement de la protection sociale rédige plus le rapport pour justifier un peu de son existence que pour agir véritablement. Parce qu'on a toujours des rapports comme ça avec des chiffres. Après, quand on regarde attentivement, on nous dit que finalement, ce qui est compliqué, c'est pas la détection, mais c'est après le recouvrement. Donc, il y a la détection, mais il n'y a pas de recouvrement après. Donc, pourquoi on détecte voilà. Ça sert à quoi de détecter ? Quand on regarde, donc on nous dit 52% OK, travail dissimulé. Le reste, et plus loin, on nous dit oui, attention, dans ce chiffre, il n'y a pas du tout les micro-entrepreneurs et les travailleurs des plateformes. Donc, tout le domaine Internet, ce qui est en train d'exploser, la nouveauté n'est pas inclus. Donc, on est en train de parler à partir de chiffres qui ne sont même pas complets, qui sont sous-estimés. Et en plus, on ne sait même pas finalement qu'est-ce qu'on fait, à quoi ils servent ces chiffres. Parce que j'ai l'impression qu'on ne veut pas. C'est quoi l'action derrière, quoi ? C'est quoi l'action ? Parce que c'est pour l'idée, si ça coûte moins cher finalement que d'investir pour faire une véritable chasse, j'ai l'impression que c'est ça derrière et qu'on ne le reconnaît pas. Je sais pas, moi, comme tout système généreux entraîne de la fraude. Enfin, c'est classique, je veux dire, c'est même humain. C'est-à-dire que comme on a un système social qui est quand même très généreux, qui est plus généreux que la plupart de tous les autres systèmes sociaux en Europe ou ailleurs, donc ça crée de la fraude. C'est là où il faut être implacable, parce que cette fraude, ça nous empêche aussi de financer d'autres choses. C'est de l'argent qu'on pourrait récupérer, faire des économies d'une part, et puis ensuite... Et par ailleurs, il y a un autre problème, c'est le niveau des prestations sociales hors fraude. Oui. Parce que ça a bon dos, les gens qui fraudent, etc. Mais déjà, sans la fraude, l'argent qui est déversé par les caisses publiques, 100 milliards. C'est encore un autre sujet. On a quand même, outre les APL, etc., vous avez par exemple le système des aidants. Vous savez, si vous avez quelqu'un qui est malade, etc., l'État vous verse une allocation parce que vous vous occupez de votre proche.
Moi, je suis désolé, oui, c'est une idée charmante et humaniste, mais je pense pas qu'elle se défende fondamentalement dans un contexte de surfiscalisation du pays et de dette publique démentielle. Je trouve que c'est une usine à gaz encore qui doit coûter des fortunes à l'État et qui me paraît pas forcément devoir être maintenue. Donc, il y a des beaucoup de choses comme ça. Merci à Julien de nous avoir fait part de son expérience. Le thème des aidants, c'est un vrai sujet qui mérite mieux que cette caricature-là, parce que pour avoir cette aide-là, tu vois, Foria, on voit que tu connais pas le sujet. Et tu fais exactement ce que disait Olivier tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on propose une économie. Ah non, c'est une caricature. Je te parle du sujet des aidants qui méritent mieux que cette caricature. Je connais des gens qui perçoivent cette allocation et qui pourraient très largement faire autrement. Par exemple, j'ai des exemples concrets. Moi, je connais énormément de gens qui ne perçoivent pas ces allocations et qui sont vraiment, notamment dans nos âges, vous voyez, les gens qui ont une quarantaine d'années, qui ont des enfants et qui s'occupent de leurs parents en même temps. C'est un vrai sujet.